Tout d'abord, permettez-moi en introduction d'exprimer toute notre fierté parce que notre territoire, comme notre collectivité, ont été honorés ces derniers jours et je m'en réjouis. C'est le fruit d'un travail des élus avec les agents de la collectivité. Et j'en profite tout de suite pour vous féliciter, nous féliciter collectivement pour ces reconnaissances nationales qui viennent de nous être adressées. Alors, nous avons eu un prix territorial d'or pour la simplification des courriers administratifs à destination des usagers du social. Prix Innovation Management. Un prix territorial d'argent pour Ocoté, le dispositif de financement participatif à égale part CEA Entreprises Citoyens, de projets associatifs innovants en Alsace. Prix d'attractivité territoriale. Ça, depuis un tout petit peu plus longtemps, nous avions aussi eu la charte, la reconnaissance pour notre charte, une reconnaissance nationale pour notre charte de la biodiversité sur les routes. Et puis, avant-hier, j'étais à la remise pour la vallée de la Bruche, dont je suis l'élu, à qui a été décerné le titre de capitale française de la biodiversité. Ce fruit d'un travail de 20 à 30 années autour des paysages. Voilà. Merci d'abord, parce que ça n'a été possible que parce que vous avez été nombreux à vous engager sur à la fois la qualité du service public, l'occasion pour moi de remercier Isabelle qui œuvre au quotidien pour agir sur une mission forte que nous lui avons confiée autour du service public. Et ce travail, c'est un travail de fourmi, hein, c'est un travail de longue haleine et de fourmi, mais c'est quand même agréable de voir que ce travail de fond, c'est pas un travail de polémique, un travail de fond, a été reconnu pour notre collectivité. Tout ça met du baume au cœur pour poursuivre bien évidemment l'action publique à laquelle nous sommes tous particulièrement attachés dans notre collectivité. Je dois dire que cette fierté et ce sens du travail bien fait au service de nos concitoyens tranchent un peu avec, je dirais, la radicalité politique qui, au niveau national, pollue fortement le débat démocratique. Moi, je suis un peu interloqué, voire par moments choqué, par les expressions que je peux voir et entendre au niveau national et qui, je crois, ne sont pas de nature à faire avancer notre pays dans le bon sens. Quand je vois la brutalité d'un monsieur Mélenchon qui en appelle à la révolution, on voit bien qu'il rêve d'un automne inflammable sur le plan social. On le sait bien, il suffit de regarder l'histoire, les révolutions ont toujours fait souffrir plus fortement les fragiles, les plus pauvres d'entre nous. Quand je vois les divagations de Madame Rousseau, quand elle en appelle à la grève générale et érige la paresse en vertu, au moment où notre capacité à faire face aux besoins de nos concitoyens en matière de services publics, aller dans ce sens-là est quand même particulièrement choquant. Quand je vois les valeurs du dialogue social dévoyées par un syndicat, quand je vois la République menacée à Thann ou dans l'Essonne, quand des parents disent « on va vous faire une Samuel Paty », on voit bien que nous vivons dans un contexte particulier. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il faudrait mieux prôner l'unité nationale. Parce que nous vivons une crise
systémique majeur. Et nous allons devoir tous ensemble absorber 5 chocs. Le premier est clairement celui des transitions. Transition démographique avec le vieillissement des populations. Transition démocratique dans le lien que nous devons renforcer avec nos concitoyens. Transition digitale liée au déploiement du numérique. Transition énergétique qui nous frappe de plein fouet. Transition foncière avec la loi climat et résilience, zéro artificialisation nette. C'est ce premier choc, mais qui est multiple déjà. Le deuxième choc, c'est le dérèglement climatique. Tempête, sécheresse, inondations terribles vécues notamment par le Pakistan, feu qui n'a malheureusement pas épargné nos territoires, et profite pour saluer le général. Je ne sais pas si le colonel est là, mais je ne l'ai pas vu. Il est... Non, ça c'est le général, mais contrôleur général, mais ma directrice de cabinet, elle ne sait pas encore bien les titres général, colonel. Donc, nos pompiers ont été une nouvelle fois exemplaires pendant cette période. Cet été, je tiens encore à le saluer. Le président de la Gironde me rappelait combien il avait pu compter sur notre soutien, mais sur le soutien de beaucoup de départements face aux feux de la Gironde qui ont été des feux terribles. Mais on a été dans le Doubs, on a été dans l'Hérault, on a été dans les Vosges. La solidarité des départements et des sapeurs-pompiers dans les départements a été précieuse. Et malheureusement, on le voit bien, notre territoire n'est plus épargné par les feux. Les feux de forêt, c'est un vrai risque nouveau auquel nous risquons d'être confrontés plus fortement à l'avenir. Donc inondations, feux, famine, hein, parce que derrière des problèmes d'inondation, ce sont des problèmes de famine que génèrent ces situations. Épidémie avec de nouveaux agents infectieux. Et bien évidemment, les conséquences de ces situations mondiales, c'est bien évidemment des vagues migratoires climatiques. Le troisième choc à absorber, c'est la situation géopolitique conflictuelle. L'Ukraine, bien évidemment, et tout son lot d'inquiétudes et de risques pour le monde, la menace nucléaire, les difficultés d'approvisionnement pour nos concitoyens. Le quatrième choc, c'est la contrainte budgétaire. Certains prônaient, imaginaient l'argent facile, l'argent gratuit. La situation avec la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, notre dette qui augmente avec ces intérêts, la dette nationale qui augmente avec les intérêts qui augmentent, tout cela, la hausse des prix, ce sont des effets de ciseaux compliqués et qui contraignent bien évidemment l'action publique, mais qui contraignent aussi nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Et puis, le dernier choc, je l'évoquais très légèrement dans mon propos introductif, c'est bien évidemment la crise du travail, la crise des vocations, la crise des compétences. Cela menace à moyen terme notre capacité à assurer le service public et assurer bien évidemment prioritairement les besoins vitaux attendus par nos concitoyens. Si ces besoins vitaux aujourd'hui sont remis en cause ou en tout cas menacés, c'est aussi le résultat de 40 ans de stratégie politique menée à partir de Paris, en négligeant, en déconsidérant les territoires et les provinces. Et je crois qu'aujourd'hui, on le paye cher. La mondialisation a certes permis à nos concitoyens d'avoir des produits de consommation moins chers, par contre au détriment des salariés dans le monde qui étaient mal payés. Mais cette mondialisation, elle a aussi fait disparaître beaucoup d'industries sur nos territoires, notamment ruraux. Cette mondialisation, cette organisation à partir de Paris, elle a conduit à déshabiller les territoires dans leurs services publics depuis 40 ans.
on nous a vanté le Big is Beautiful. Ah, c'était la solution à toutes les problématiques de notre pays. Big is Beautiful. Les grandes métropoles allaient sauver la France et entraîner la dynamique sur l'ensemble du territoire. Eh bien, ça a été fabuleux et particulièrement réussi. On nous a dit que les grandes régions feraient des économies, 1 milliard d'économies pour la région Grand Est. Et j'entends qu'on va fermer des lycées qui sont occupés, qui sont aujourd'hui fonctionnels, qui répondent aux besoins des entreprises. Ah, vraiment, le Big is Beautiful. Et puis, les grandes stratégies nationales. Le nucléaire. Il fallait faire disparaître le nucléaire. Et oui, et aujourd'hui, tout le monde dit que le mix énergétique passe aussi par le nucléaire. Malheureusement, nous en avons fait fortement les frais et nous risquons d'avoir des situations où nos concitoyens vont manquer d'électricité cet hiver, ne vont pas pouvoir se chauffer cet hiver. Voilà les résultats de stratégies nationales qui n'écoutent pas les réalités du terrain. Alors, chers collègues, pardonnez-moi de m'emporter un peu, mais c'était au cas où certains d'entre vous s'endormiraient ce matin. Je ne voulais pas vous imaginer cette situation. Alors, face à cette vague de chocs, de crises simultanées, notre ambition à toutes et à tous, bien évidemment, dans nos actions publiques collectives, c'est d'éviter que ces vagues de chocs, de crises, ne se transforment en tsunamis dévastateurs. Et même si aujourd'hui il fait un peu gris, je suis persuadé que le soleil va se lever à Colmar, même si l'horizon paraît sombre, le monde ne sera pas meilleur si on baisse les bras et si on plonge dans le pessimisme. Et moi, je crois résolument au sursaut, et il viendra des territoires. Je suis confiant dans la capacité de résilience de notre région Alsace. Pourquoi je suis confiant? Tout simplement parce que, mes chers collègues, nous avons un niveau d'équipement élevé, des réseaux de qualité, des ressources naturelles propres, eau, forêt, agriculture, des talents nombreux, et puis des perspectives à l'échelle rhénane. Demain, nous allons poursuivre la démarche avec la région métropolitaine trinationale, avec nos amis allemands et suisses, avec la présentation du schéma alsacien de coopération transfrontalière. Nous avons un travail solide avec nos amis allemands et suisses, et c'est ce travail à partir d'un territoire rhénan qui a du sens, qui nous permettra de construire des perspectives positives pour notre territoire, parce que si l'Alsace a des talents et des atouts, l'espace rhénan a encore un potentiel plus important. Je suis confiant aussi parce que je constate une réelle prise de conscience sur l'urgence d'une décentralisation sur la base d'une véritable différenciation territoriale. Je crois profondément à une nouvelle génération de décentralisation. Nous étions quelques-uns à être aux assises des départements de France et j'en tire un certain nombre d'enseignements. D'abord, je me réjouis que les départements qui avaient été à un moment donné menacés dans leur existence, souvenez-vous, soient aujourd'hui beaucoup plus reconnus dans leur rôle majeur. Le Covid est passé par là, mais aussi l'action sociale de proximité, nos démarches autour des communes, notre lien privilégié, notre capacité, chaque fois qu'il y a un trou dans la raquette, à être présent pour servir notre société, servir nos concitoyens. Dans l'expression du président de la République, dans l'expression du Premier ministre, mais aussi dans l'expression du président du Sénat, chacun d'entre eux ont dit vouloir ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation. Le président de la République a dit « Une décentralisation, ce n'est pas transférer des bouts de compétences sans donner la dynamique de financement, le pouvoir normatif et les responsabilités qui vont avec. »
Il a appelé à une véritable différenciation territoriale. Nous devons faire de la décentralisation une réalité irréversible. Je cite à chaque fois cette expression. Et j'ai le sentiment que les planètes commencent à s'aligner quand je vois que Madame Borne a précisé dans son propos à Agen, décentralisation et différenciation doivent se construire à partir d'un projet de territoire. Et puis, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir un échange en tête-à-tête avec le président du Sénat, qui m'a présenté, je le dis devant Madame la sénatrice qui est au téléphone, il a insisté sur cette commission transpartisane qui a été mise en place sur justement les propositions à faire en matière de décentralisation. Et quand je regarde les 50 propositions qu'avait déjà engagées le Sénat, dans lesquelles il prévoyait notamment des exemples comme la consultation que nous avons nous-mêmes ici mis en œuvre, donc nous étions déjà précurseurs avant ces propositions-là. Elles vont dans le sens, je crois, souhaité, et nous aurons l'occasion d'être auditionnés dans la commission transpartisane, bien évidemment, du Sénat, mais il y a aussi une commission transpartisane initiée par le président de la République. Nous ferons feu de tout bois pour être entendus, mais je sens aujourd'hui cette volonté forte, incarnée, de porter une décentralisation qui a du sens. Et la décentralisation, nous ne la faisons pas pour se faire plaisir. La décentralisation, elle est engagée parce que c'est la garantie d'une meilleure efficacité de l'action publique. On se rapproche des habitants, on est plus simple, on est plus démocratique et on va plus vite, on est plus agile. C'est ça le sens profond de la décentralisation que nous souhaitons, je crois, pour notre pays. Mais revenons ce matin à nos échanges et bien sûr les sujets de la plénière qui sont très importants. Et là aussi, je remercie tout le travail qui a été effectué par les élus, par les équipes, parce que c'est un travail de fond qui a été nécessaire aux délibérations qui vous seront proposées ce matin. Je pense aujourd'hui que dans ce contexte que j'ai évoqué, notre collectivité doit absolument être un stabilisateur, un régulateur, un amortisseur social qui assure et rassure les Alsaciens. Et surtout, bien évidemment, les plus fragilisés, les plus menacés. Parce que la collectivité européenne d'Alsace est la collectivité des solidarités sociales et des solidarités territoriales par excellence, nous avons, à mon sens, un premier engagement essentiel, c'est de garantir à nos concitoyens le droit à une vie digne. Ce sont les besoins vitaux qu'il faut garantir, se loger, avoir droit à une alimentation saine, pouvoir être soigné, éduqué, pouvoir se déplacer. Et dans notre action du quotidien pour protéger les plus fragiles, nous devons tout entreprendre pour atteindre cet objectif dont nous sommes fiers. Avec la révision des fonds de secours financiers exceptionnels pour les rendre plus accessibles, en soutenant les associations de lutte contre la précarité alimentaire, on va militer au maximum pour que les Alsaciens n'aient pas à choisir entre se chauffer et se nourrir. À côté du droit à cette vie digne, il y a un autre impératif sur lequel nous devons encore plus nous mobiliser, c'est le droit à un environnement sain pour nous, pour les générations futures. C'est un bien commun vital, l'essentiel est essentiel et universel. L'épisode climatique de la sécheresse l'a encore durement fait ressentir et comprendre jusqu'à dans la chair de chacun. Et l'actualité nationale et mondiale le rappelle de façon incessante. Alors, bien évidemment, ce droit à un environnement sain pour nos concitoyens
nous l'avions déjà ancré dans l'action publique que nous avons menée depuis de nombreuses années. Mes prédécesseurs avaient déjà cette sensibilité-là, et je le vois quand on compare l'action en Alsace sur les sujets environnementaux et l'action en général au niveau national, nous avons pris des avances, de l'avance par rapport à d'autres territoires. Nous avons parfois même atteint déjà les objectifs que l'État s'est fixés pour les années 2030. Mais pour autant, il faut poursuivre l'action et encore la renforcer. La trajectoire, elle est clairement engagée, mais elle doit être accélérée. Je crois que c'est le sens des propositions et des suggestions qui vous sont formulées ce matin. L'occasion pour moi de remercier Catherine, Marie-France, qui ont beaucoup travaillé sur le dossier, mais je vois M. Parazotte, que je tiens à remercier parce qu'il avait déjà beaucoup travaillé, notamment sur le plan arbre. Il a contribué à renforcer autour, bien sûr, de Guillaume Klampeter et de notre directeur général des services pour que, avec les élus, nous puissions construire un projet fort pour l'Alsace, fort pour notre territoire, un projet autour de la sobriété énergétique. Et notre plan et nos propositions sont conséquentes, 30 engagements pour 2030, avec un enjeu fort autour de la biodiversité. C'est aussi pour ça que je suis fier d'être l'élu de la capitale française de la biodiversité. Là où on est parfois attaqué, critiqué, comme si nous n'avions pas cette sensibilité-là. Mais nous allons encore innover au nom de la biodiversité avec un schéma fort directeur des espaces naturels sensibles. Nous devons poursuivre cet engagement. L'eau, et je vous en avais déjà parlé aux précédentes rencontres en commission permanente, en rappelant qu'il y a cet enjeu de faire ces états généraux de l'eau, premières assises de l'eau, dont la vocation est à la fois de faire un diagnostic de la réalité de l'eau avec tous les partenaires publics, privés, les chambres consulaires, les associations concernées, recenser aussi les bonnes pratiques, et parce que ça a du sens et parce que la nappe phréatique, elle est rhénane, elle n'est pas seulement alsacienne, c'est à l'échelle transfrontalière que nous travaillerons sur cette question, et j'en parlais encore hier avec la Regierungspräsidentin Barbel Schäfer, avec le président de Bâle-Ville, Beat Jans. Nous avons cette ambition en commun de travailler sur les enjeux autour de l'eau. Alors pour conclure, mes chers collègues, mon propos, ce qui a laissé pratiquement tous les retardataires arriver, j'ai fait un discours un peu plus long parce que je voulais que tout le monde puisse en profiter. Je voudrais dire que je suis heureux que nous puissions prendre encore plus fortement ce cap d'une écologie à l'alsacienne. Je crois que, je vais reprendre les termes de Catherine, c'est l'efficience écologique et l'efficacité budgétaire, mêlées, liées, chère Lara. Une écologie alsacienne qui ne soit pas moralisatrice ni punitive, mais bien au contraire sans œillères, sans discours dogmatique, sans culpabilisation. Bâtissons ensemble une écologie alsacienne positive, fédératrice et entreprenante, contributive, co-construite avec les territoires et leurs élus, leurs associations et les acteurs de la société civile, bien entendu avec les agents de notre collectivité. Je crois que nous sommes tous ici motivés, unis par la même volonté de faire bouger les lignes de la transition énergétique et écologique de l'Alsace, avec une écologie alsacienne qui imprègne nos politiques publiques, qui soit contractualisée chaque fois que possible ou nécessaire avec nos collègues maires et présidents d'intercommunalité, parce que l'écologie, elle doit se construire à partir des réalités des territoires. Cette écologie, nous la voulons innovante, qui apprend de ceux qui ont déjà expérimenté et qui est aux côtés de ceux qui ont de solides projets. Faisons ensemble et avec les Alsaciens en sorte que la collectivité européenne d'Alsace devienne une collectivité de référence pour la transition énergétique et environnementale des territoires. Pour conclure, permettez-moi de penser que l'environnement est la priorité de tous et pas celle de quelques-uns qui ont fait abusement leur fonds de commerce politique. L'environnement et l'énergie, c'est l'affaire de tous. Une priorité pour les élus que nous sommes,
que nous prouvons avec nos 30 engagements. Une priorité pour les Alsaciens et pour nos voisins qui sont profondément attachés à leur territoire et à leur mode de vie. Ensemble, nous serons moteurs d'une transition écologique globale. Et puis, dernier mot, permettez-moi, autre sujet, de saluer les bénévoles d'Octobre Rose qui défendent la très noble cause de la prévention du cancer du sein. Bravo à toutes celles et ceux qui se mobilisent et participent à leurs actions. Je vous remercie.